Hannah Arendt, elle n'a eu de cesse de penser son époque. La modernité, le totalitarisme, la conquête spatiale, la crise de l'autorité, la crise de la culture. Elle n'a eu de cesse de chercher à éclairer de sens ce qu'elle vivait et ce que ses contemporains, ses co-citoyens vivaient. Un grand merci à Nouvelle Acropole de Bordeaux de m'accueillir et qu'on puisse avoir l'opportunité ce soir de partager ensemble autour de la pensée d'Hannah Arendt et de ce qu'elle va pouvoir nous apporter autour de la crise de la culture qui était déjà d'actualité à son époque et l'est d'autant plus pour nous aujourd'hui. Alors, si on regarde l'actualité, eh bien, on a un panorama. On a un panorama qui est plutôt un panorama de fermeture, de séparatisme, d'affrontement. Et alors on se demande, eh bien, qu'est-ce qui peut encore nous relier ? Comment est-ce qu'on peut se relier dans un monde fracturé, archipélisé ? Et comment est-ce qu'on peut encore construire ensemble ? En préparant cette conférence, j'ai retrouvé le préambule de la Constitution de l'UNESCO de 1945. Et ça me tient à cœur de vous le partager pour son actualité et parce qu'il est en lien avec une des convictions d'Hannah Arendt. Dans ce préambule, les gouvernements des États parties de la présente convention, au nom de leur peuple, déclarent que les guerres, prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de paix. Le rôle de l'esprit, donc, qui était si cher à Hannah Arendt, eh bien, c'est ça qui va nous préoccuper et qu'on va partager et peut-être qu'on va pratiquer le temps de ce soir et qu'on pratique dans cette école de philosophie. Hannah Arendt, elle n'a eu de cesse de penser son époque. La modernité, le totalitarisme, la conquête spatiale, la crise de l'autorité, la crise de la culture. Elle n'a eu de cesse de chercher à éclairer de sens ce qu'elle vivait et ce que ses contemporains, ses co-citoyens vivaient. Alors, je vous propose de parler d'abord d'elle. J'ai dû choisir, et c'est pas facile de choisir parce que c'est une femme riche, complexe, avec vraiment beaucoup de facettes. Alors Hannah Arendt, elle est née en 1906 à Hanovre en Allemagne. C'est une philosophe, une théoricienne politique d'origine juive. Et son parcours et les événements de toute son époque vont influencer le choix des sujets qu'elle a voulu éclairer par sa pensée. Alors elle a étudié la philosophie, la théologie, les sciences politiques. Elle a fui le régime nazi en 1933, j'y reviendrai un petit peu plus longuement après. Elle s'est installée d'abord en France en tant que réfugiée, et puis ensuite elle a émigré aux États-Unis en 1941. Sans doute, certains la connaissent pour ses travaux sur le totalitarisme, qui sont beaucoup d'actualité. Elle a écrit Les origines du totalitarisme en 1951, c'est son livre le plus célèbre, où elle fait l'analyse des régimes totalitaires du XXe siècle, notamment le nazisme et le stalinisme. Elle a couvert le procès d'Eichmann en 1961 à Jérusalem, qui a donné lieu à son très controversé ouvrage Eichmann à Jérusalem, où elle introduit un concept qui fait l'effet d'un boulet de canon à l'époque, la banalité du mal. Elle ose penser le mal, pas comme un mal absolu, mais elle nous partage le fait que des actes atroces et des grandes barbaries peuvent être commis par des individus ordinaires. Elle a obtenu une chaire de sciences politiques à l'université de Chicago, elle a enseigné dans de multiples universités américaines. Elle est morte en 1975 à New York et elle a laissé un héritage philosophique immense. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, au tribunal international, la Cour pénale internationale de La Haye, on utilise ses travaux sur la banalité du mal et sur le totalitarisme.
Alors en philosophie, on ne peut pas parler d'un philosophe sans parler de ses maîtres de philosophie, puisque quand on est philosophe, on est un disciple de la philosophie et il y a des maîtres qui nous ont enseignés, qui nous ont formés. Alors, qui sont ces maîtres de philosophie à Hannah Arendt? Elle a été l'élève de grands maîtres de l'époque en Allemagne, Rudolf Bultmann, peut-être ça vous dit rien, Husserl, peut-être que ça vous parle plus, c'était à Fribourg, Heidegger, bien sûr, à Marburg, et Karl Jaspers. Elle ne l'a pas rencontré puisqu'il n'était pas de la même époque, mais un de ses grands maîtres à penser est Kant, qu'elle a lu à l'âge de 14 ans, puis ensuite Kierkegaard, qui sont incontournables dans la formation germanique. Elle a aussi étudié les classiques grecs et elle lisait couramment le grec et le latin. Et vous verrez, on en parlera tout à l'heure, ça a vraiment laissé une empreinte dans sa pensée. De toutes ces années de travail, elle a gardé l'habitude de retourner au classique. C'est-à-dire qu'avant de penser, avant d'elle-même innover ou créer un nouveau concept, une nouvelle idée, toujours elle retournait au classique, au texte antique, à ce que disaient les philosophes de la tradition avant de construire sa propre pensée. Donc c'est intéressant, elle a une relation à l'origine, à l'héritage et à la tradition importante. Je ne peux pas non plus ne pas parler de Platon, parce que bien sûr, elle a une proximité avec Platon et une relation paradoxale en partageant à la fois des points communs avec la pensée platonicienne et en même temps des divergences. Alors, la pensée platonicienne a vraiment marqué sa réflexion autour de la quête de vérité et du rôle de la pensée dans la vie politique. Mais à ses yeux, elle trouvait que Platon, en cherchant à établir un monde métaphysique, des archétypes, des idées, pouvait avoir tendance à négliger la réalité concrète et la complexité des interactions humaines. Ça, c'était son reproche principal à Platon. Et elle pointait le danger, du coup, de se détacher d'une vie concrète, d'une vie politique, d'une vie engagée et des affaires humaines qui pourrait conduire à une forme d'aliénation. Donc pour elle, la philosophie doit être ancrée dans le monde réel et servir à s'engager dans les questions pratiques de la vie de société. Comme Platon, elle partageait par contre la quête de la vérité. Alors, avec les philosophes allemands, et ça va me permettre de vous parler un peu de son parcours en Allemagne et des raisons qui l'auront ensuite poussé à son exil. Donc, elle devient l'élève d'Heidegger à l'âge de 18 ans. Et, chose assez connue, elle aura une liaison avec lui. La remise en question des philosophes de l'Antiquité par Heidegger, l'importance qu'il accorda à l'être, le travail qu'il faisait faire aux étudiants sur les textes de Platon et d'Aristote. Elle raconte qu'il leur faisait déchiffrer ligne à ligne aux étudiants, l'ont beaucoup initié et ont éveillé sa pensée. Et ça lui a permis, comme elle l'a témoigné plus tard, je cite, elle dit « La pensée, à ce moment-là, est redevenue vivante. Les trésors culturels du passé qu'on croyait morts reprennent sens. Et voici tout à coup qu'ils deviennent riches de choses fort différentes des poncifs habituels qu'on avait cru y lire. Il y a un maître et il est peut-être possible d'apprendre à penser. » Donc là, elle a découvert la magie, la beauté et la puissance de la philosophie qui nous aide à penser. Bien évidemment, la compromission d'Heidegger avec le régime nazi et son exil vont les éloigner, mais elle va utiliser les idées de son ancien maître pour pouvoir les déconstruire et pour pouvoir en dépasser, aller plus loin par rapport à certaines autres. Avec Karl Jaspers, elle a soutenu son doctorat autour du concept d'amour chez Saint-Augustin. Alors c'est là où on voit son côté éclectique et complexe. Pourquoi est-ce qu'elle a cherché à étudier le concept d'amour chez Saint-Augustin ? Eh bien, elle se questionnait, elle voulait comprendre comment est-ce que c'était possible de vivre
les 3 grandes formes d'amour de saint Augustin: l'amour pour le monde, l'amour du prochain et l'amour transcendant du divin. Et tout le travail avec lui a permis d'apprendre l'importance de la raison, de la liberté et de l'histoire universelle. Donc il lui a transmis l'aspect universel de la quête philosophique, c'est-à-dire de sortir des particularismes pour pouvoir trouver ce qui peut tous nous relier, ce qui va être des invariants, des dénominateurs communs. Un point de bascule, 1933, l'incendie du Reichstag, qui est un basculement pour l'Allemagne et pour elle, puisque commence alors une mise au pas de la nation, des intellectuels. Et en fait, elle le décrit comme un choc immédiat et elle dira à ses proches qu'elle ne peut plus rester spectatrice. Donc, elle s'engage dans la résistance. Elle est chargée de collecter les preuves de la propagande antisémite dans les corporations, dans les différents milieux professionnels. Et elle abrite dans son appartement des résistants au régime. Elle est inquiétée après une arrestation et elle décide donc de fuir l'Allemagne. Au-delà du déracinement de l'exil, il y a un autre choc qui est le choc par rapport à son rêve. À cette époque, elle rêvait d'être une intellectuelle allemande, au milieu d'autres intellectuels. Et c'est là où elle a pris conscience de la servilité des intellectuels, qui se sont pour bonne partie reliés au régime nazi montant. Elle a pris conscience qu'en fait l'intellectualisme était une impasse, puisqu'il y avait de très belles idées, mais sans application et sans vécu, eh bien, ces mêmes personnes qui avaient des belles idées, en fait, étaient amenées à commettre des injustices, et il y avait un échec de leur vie morale et de leur engagement dans le monde. Notamment, Heidegger a empêché l'accès des étudiants à l'université, à pouvoir suivre des cours, par exemple. Donc c'est vraiment un rêve qui est parti en fumée, mais dans les cendres de son rêve d'appartenir à cette élite d'intellectuels qu'elle rejette fermement désormais, prend racine sa conviction que la pensée et l'action sont indissociables et que la philosophie doit irriguer la vie politique et publique et ne peut pas rester intellectuelle et théorique. Donc, durant ses années d'exil en France, puis aux États-Unis, elle a rencontré beaucoup de philosophes, d'écrivains, en France Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Benjamin Walter, avec qui elle avait continué des correspondances, et tant d'autres. Et l'amitié a été très importante tout au long de sa vie, à partir du moment où elle a émigré. Et elle disait que dans les périodes de guerre et d'oppression, le plus difficile, c'était pas tant qu'est-ce qu'allaient faire nos ennemis, comme elle disait, c'était mais que vont faire nos amis? Est-ce qu'ils vont rester nos amis? Quel choix vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont nous protéger? Est-ce qu'ils vont rester reliés? C'était ça sa grande préoccupation. Pas tant que vont faire nos ennemis, mais que vont faire nos amis. Et un dernier petit clin d'œil important dans sa vie à Bleucher, qui est son second mari, qui a pris une part très importante dans son travail, notamment quand elle a subi des attaques après la publication de La banalité du mal. Et en fait, c'est lui qui lui a redonné confiance et qui lui a rappelé que c'était totalement naturel, dans toutes les époques historiques, pour les philosophes, d'être attaqués, de se heurter au rejet. Et en fait, il lui rappelle que ce n'est pas l'assentiment massif et collectif qui est un critère et qui dit si c'est juste ou pas, et qu'en fait, les critiques passionnées sont le signe que son travail touchait des sujets cruciaux, importants, vitaux, et que c'était normal qu'un philosophe rencontre des oppositions quand il confrontait des idées établies et qu'il se plaçait dans une quête honnête de vérité. Et il l'a du coup toujours soutenu et il l'aidait à faire ses dialogues et ses textes. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais j'aimerais vous partager 2 anecdotes qui m'ont marquée. Hannah Arendt, elle a été internée au camp de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques.
qui n'est pas si loin d'ici, avant d'émigrer. Et au camp de Gurs, elle raconte, il y a des témoignages qui disent que elle faisait partie de ces femmes qui encourageaient les autres femmes à ne pas se laisser aller. Et dans le camp, elle disait « peignez-vous, coiffez-vous, lavez-vous, habillez-vous ». Bref, gardons notre dignité, quoi qu'il arrive, même si elle ne savait pas comment les choses allaient se passer. Mais elle avait vraiment une force de vie, de détermination pour ne pas se laisser altérer. Et que collectivement, elle ne se laisse pas altérer. Et elle avait la conviction qu'ensemble, l'union fait la force, ce serait plus facile de dépasser l'épreuve et la difficulté. Et l'autre chose, c'est qu'une fois que ces femmes qui étaient internées au camp de Gurs ont pu sortir, au moment de l'armistice, c'était la débâcle, les communications, les informations n'étaient pas claires. Donc le directeur du camp de Gurs, n'ayant pas d'indication, et étant un homme de conscience, a ouvert les portes. Donc les femmes ont pu sortir. Et une bonne partie d'entre elles, dont Hannah Arendt, se sont réfugiées aux alentours de Montauban. Et elle raconte qu'elle marchait. Elle devait faire des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'à Montauban, pour pouvoir avoir des informations, des télégrammes, des courriers. Ses chaussures étaient usées. Elle avait vraiment beaucoup de douleurs aux pieds. C'était difficile, ces longues marches. Et pour pouvoir marcher, elle se récitait des poèmes de Rilke. J'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle nous parle de la force de la poésie, de la force de la culture, de la force de l'art, comme une résistance politique, intérieure, spirituelle, philosophique. Et voilà, elle était vraiment très attachée à la poésie, à la culture, à la littérature. Et ça lui a permis de passer des moments difficiles. Donc voilà, je voulais partager ces deux anecdotes avec vous. Ça, c'était pour parler d'elle. Alors déjà, elle ne nous laisse pas indifférents. Bon, maintenant, eh bien, on va parler et on va partager sur la crise de la culture. Je vous ai mis quelques mots-clés au tableau, voilà, pour que vous puissiez suivre. Alors, la crise de la culture. Elle s'est demandé, mais comment sortir de ce qu'elle a vu, observé aux États-Unis, mais aussi dans les sociétés européennes? Comment sortir de la crise de la culture, la crise de l'éducation, la crise de l'autorité, l'avènement du mensonge en politique, toute ressemblance avec une situation hein. Elle le disait déjà à l'époque. Donc voilà, comment penser et surtout dépasser toutes ces crises dès lors que toutes les réponses qui étaient fournies par la tradition ne sont plus valables, ne fonctionnent plus, puisque le fil de la tradition, pour elle et pour bien d'autres, partageait ce constat qu'il était rompu. Donc c'était vraiment ce questionnement-là qui l'a irriguée et qui l'a poussée à écrire La crise de la culture en 1954, et ensuite elle a continué toute cette réflexion dans La condition de l'homme moderne, 4 ans après. Alors, les grandes idées de la crise de la culture. Pour qu'on puisse parler de la crise de la culture, je vous propose qu'on parle de la culture. Il faut qu'on puisse partager d'abord comment est-ce qu'elle a défini, elle a pensé la culture. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on a son habitude, eh ben, elle retourne aux sources. Elle retourne aux origines. Et elle est allée chercher le premier peuple qui a mis un mot et une conception sur la culture, qui est le peuple romain. Et donc elle nous dit la culture, mot et concept qui est d'origine romaine. Le mot culture dérive de colere, qui veut dire cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir et persévérer. Alors au sens agraire, bien, la culture, c'est cultiver, entretenir la nature, au vu de la rendre propre à l'habitation humaine. Mais elle est allée plus loin à partir de cette racine, et elle dit que
la culture indique bien une attitude de prendre soin, de prendre souci. Et que donc ça ne s'applique pas seulement à la culture agraire, mais que ça s'applique aussi au culte des dieux, qui était important pour les Romains. Donc le soin qu'on donne à la relation aux dieux, c'est-à-dire aux forces, aux représentations qui nous dépassent et qui régissent le monde. Et là, elle a fait parler Cicéron. Elle est partie chercher le philosophe Cicéron, qui est le premier qui a parlé de l'idée de la culture pour prendre soin de l'homme. Et il a dit « cultura », c'est le soin porté à l'âme. Et donc la culture de l'âme, pour Cicéron, c'est le premier objet de la philosophie. C'est la première préoccupation de la philosophie du philosophe. Donc c'est très beau, puisque pour les Romains, la culture en fait et la religion ont la même racine, celle d'un culte. Et qu'est-ce que c'est un culte dans cette vision-là? C'est pas un culte religieux au sens religion, mais au sens religieux étymologiquement qui vient du mot religare, qui veut dire relier. Donc, cette culture vise à relier les hommes entre eux et à les relier par le soin à l'âme. Bon, déjà, ça pose un cadre et on peut se situer par rapport à la conscience et à qu'est-ce qu'est vraiment la culture, puisque aujourd'hui on emploie la culture à toutes les sauces et que tout semble être culture, mais avec ce que Hannah Arendt nous rappelle, eh bien, on voit que non. Donc, maintenant que la culture, c'est à peu près clair, ça va pour vous, on va du coup voir, ok, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où elle vient, cette crise? Eh bien, elle nous dit d'abord que la crise de la culture est liée à l'avènement de la société de masse. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que la société de masse a pour caractéristique de déraciner les individus, de les isoler, de les atomiser. Et la société de masse, elle transforme la culture en produit culturel. C'est-à-dire que la culture devient un produit de consommation courant. Et elle va dire, je cite, « La société de masse, et par rapport au problème, c'est d'autant plus sérieux, non en raison des masses elles-mêmes, mais parce que cette société est essentiellement une société de consommateurs, où le temps du loisir ne sert plus à se perfectionner, mais à consommer de plus en plus et à se divertir de plus en plus. » Et alors là, elle nous achève, en tout cas moi, elle m'a achevé dans ma naïveté, elle a levé un voile d'illusion, puisqu'elle dit « Croire qu'une telle société deviendra plus cultivée avec le temps et avec l'éducation est une erreur fatale. » Non, l'attitude de la consommation implique la ruine de tout ce à quoi elle touche. Bon, alors moi, pour la petite anecdote, je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit en disant ça? Que c'est ni le temps ni le travail de l'éducation qui va nous permettre de sortir de cette ornière. Eh bien, en fait, elle nous appelle à déraciner l'attitude de consommation en nous. Elle nous appelle à déraciner l'attitude de consommation collective. Ensuite, l'autre élément qui est très important, c'est que la société de masse utilise la culture à des fins intéressées. C'est-à-dire qu'on détourne la culture. Elle dit « La société se mit à monopoliser la culture pour ses propres fins. » Et en clair, elle critique l'utilisation de la culture par les élites pour asseoir leur pouvoir en maintenant une division entre ceux qui y ont accès et ceux qui en sont privés. Elle nous met en garde aussi sur la menace possible de la culture quand elle est utilisée pour servir une idéologie. C'est-à-dire que tous les moyens qu'on connaît de la culture, la littérature, la science, les éléments de journalisme, d'art, de peinture, etc., eh bien, ils vont être mis au service d'une seule idéologie,
il va y avoir de la censure, et parfois la culture est mise au service d'un culte de la personnalité. C'est des choses qu'on a vues dans l'histoire, et qui sont encore valables en cours dans certains endroits dans le monde. Donc, détournement de la culture à des fins intéressées. Ensuite, la société de masse préfère les loisirs. Il dit la société de masse ne veut pas la culture. La société de masse veut les loisirs. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de loisirs? Eh bien, pour Hannah Arendt, les loisirs, c'est comme le sommeil. Et les loisirs font partie du processus biologique de la vie. C'est la dimension biologique, existentielle de la vie. Et elle dit que la vie biologique, elle est toujours engagée dans un processus de consommation, de réception passive, de distraction, et où du coup les loisirs sont comme un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant. Les loisirs dans une société de consommation sont comme un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant. Et elle dit l'industrie des loisirs et des biens de consommation, et bien qu'en fait ces biens de loisirs et de consommation sont destinés à être usés jusqu'à l'épuisement, contrairement aux objets culturels. Les objets culturels, c'est très large, c'est pas seulement des peintures, des poèmes, c'est aussi des constructions, c'est aussi des productions de l'esprit. Elle dit que, au contraire des loisirs, les objets culturels sont liés à l'excellence. Ça, c'est pas banal comme idée. Les objets culturels sont liés à une excellence, et elle dit cette excellence se mesure à leur capacité à soutenir le processus vital et à devenir des appartenances permanentes au monde. Je la refais. Cette excellence se mesure à leur capacité à soutenir le processus vital et à devenir des appartenances permanentes au monde, reliées à des valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appartenance permanente au monde? Eh bien, l'idée de la permanence est très présente et très importante pour Hannah Arendt, puisque la permanence, c'est pouvoir passer le temps, passer les époques, passer les changements. Et donc la culture, elle a à voir avec la nécessité de créer des repères, de créer des espaces-temps, des modes de vie, des modes de relation, des objets et des constructions qui vont durer et perdurer, qui permettent au cœur même de l'existence, qui est filante, qui est mouvante, qui est incertaine, d'avoir un socle de permanence durable, presque d'éternité, je dirais, un plancher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Une stabilité qui serait comme une colonne vertébrale au milieu de tout ce qui est impermanent. Elle dit « Le monde devient inhumain, impropre aux besoins humains lorsqu'il est emporté dans un mouvement où ne subsiste aucune espèce de permanence. Le monde devient inhumain, impropre aux besoins humains lorsqu'il est emporté dans un mouvement où ne subsiste aucune espèce de permanence. » Donc pour elle, il est très clair que la permanence est un besoin profondément humain pour pouvoir vivre et rester humain dans ce monde. On a vu quelques éléments de cette société de masse et de consommation. Et dans cette société de masse, elle va cibler deux figures, deux visages de la société de masse qui sont en fait au fond deux manières d'être en relation au monde et aussi à soi-même d'une certaine manière. Il y a la figure du consommateur et la figure du philistin cultivé. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, le consommateur, c'est celui qui va réduire tout élément culturel à une valeur d'usage, à une valeur
utilitaire, c'est-à-dire ça me sert ou ça ne me sert pas, c'est utile ou c'est inutile, et qui du coup a une grille de lecture, une grille de choix qui est celle de la consommation et de l'usuel, de l'utilitaire, de je prends, je jette. L'autre figure, donc celle du philistin cultivé, là c'est un peu différent. Le philistin cultivé, c'est celui qui va instrumentaliser la culture pour gagner un statut social. C'est celui qui va se faire valoir à travers la culture ou un semblant de culture, un vernis, pour pouvoir accéder à certains groupes de la société, certaines élites. Donc, pour gagner un statut social et ou pour renforcer son narcissisme. Donc là, elle y va franco. Et elle dit, bon, le philistin cultivé, en réalité, il a peu de goût, il est peu cultivé, mais il valorise la culture comme un marqueur social. Et en faisant ça, il est réduit. Il est réduit et en réduisant la culture à ça, il détruit la capacité qu'ont les objets culturels à toucher, à nous toucher, à le toucher lui-même et à toucher au-delà des siècles. Donc là, on balaye l'idée de la permanence et la possibilité d'utiliser les éléments culturels pour avoir un contact avec une partie de permanence et d'éternité en nous, mais aussi dans l'histoire et dans la société. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que être cultivé, c'est donc pas posséder un vernis de savoir, mais c'est s'entourer d'idées, de pensées, d'œuvres qui vont être capables de nous éclairer. Éclairer dans nos jugements et aussi éclairer le sens de notre vie, comme une lanterne. Voilà, on va à la fois éclairer la pensée, éclairer les situations et éclairer le sens de la vie qui est comme un chemin. Et c'est plus facile de cheminer si on a une lanterne et une lumière pour s'éclairer que dans le noir. Le dernier élément pour cette partie sur la crise de la culture, c'est bien évidemment avec Hannah Arendt. Elle fait un lien entre la crise de la culture et la sphère politique et la vie politique, puisque, alors pour elle, la sphère politique, c'est pas ce que nous on pense, la politique politicienne, les hommes politiques, les partis, etc. Non, pour elle, nous sommes dans la sphère politique. Là, tout de suite, maintenant, on est dans la sphère politique et on est dans la vie politique, puisque nous sommes avec les autres. Et à partir du moment où nous sommes nous-mêmes individus avec les autres, dans un espace d'échange, de discussion, de partage, nous sommes dans la vie politique. Et donc, elle dit, en s'inspirant beaucoup de Kant, ça c'est très clair, et de son fameux jugement du goût dont il a beaucoup parlé dans son travail sur l'esthétique, elle affirme que le goût, en lien avec la culture, est une faculté politique, c'est-à-dire une faculté qui nous permet d'être ensemble. Pourquoi ? Parce que pour elle, la culture permet de créer une communauté de jugement et de sens. Et ça, c'est vraiment lié à la pensée de Kant, qui dit qu'il y a l'agréable est subjectif, mais le beau est universel. Donc, pour elle, en remplaçant la culture par des divertissements faciles, la société a abandonné l'effort de l'universel et a abandonné l'effort de la confrontation à des œuvres exigeantes. Et cette idée me touche beaucoup parce que, effectivement, quand il y a des œuvres qui sont loin de nous, qui nous sont pas familières, qui nous sont étrangères, parce que c'est pas des formes qu'on connaît, c'est pas des expressions qu'on connaît, parce que, pour plein de raisons, eh bien, ça nous demande un effort de rendre familier ce qui est étranger. Ça demande un effort d'entrer dans la pensée d'un auteur, d'entrer dans la pensée d'Hannah Arendt, par exemple. Ça demande un effort d'entrer dans la pensée d'un historien, d'un scientifique, d'un artiste. Quelle idée Michel-Ange il a voulu sculpter dans le marbre avec le fameux David ?
quel sens ont voulu transmettre les hommes qui ont fait Stonehenge au Royaume-Uni. Quel est le sens et toutes les implications des Upanishads, de l'hindouisme, du Matnavi, de Rumi? Ben, voilà. Tout ça, c'est exigeant. On n'y a pas accès comme ça d'emblée facilement. Mais elle nous dit que c'est possible et qu'en fait, c'est ça qui nous permet de faire communauté ensemble. On peut se rapprocher et comprendre ce qui diffère de nous, ce qui est étranger de nous, ce qui est loin de notre conscience, loin de notre compréhension. Et ça, c'est politique pour elle. Et donc, cette société de masse qui produit des individus qui sont consommateurs, eh bien, fait que nous avons une difficulté à nous relier par une exigence qui nous ferait sortir de nous-mêmes pour nous relier à ce qui diffère de nous, puisque ça demanderait de sortir de notre autoréférencement, qui lui est automatique. Voilà, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, autoréférencé par rapport à ce qu'on connaît, ça se fait tout seul. Au contraire, pour vivre un effort qui est plus conscient et plus enrichissant de s'ouvrir et de partager du commun. Voilà pour cette partie sur la crise de la culture et en tout cas les grandes idées qu'elle a cherché à nous transmettre. Et je vous propose maintenant qu'on puisse aller un peu plus loin pour, à partir de ces idées, faire des liens. Faire des liens avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre relation, notre manière d'entrer en relation avec le monde, et voir aussi quelles applications pratiques on peut trouver de ces idées, de son constat, de ces éclairages. C'est aussi une belle manière de rendre hommage à une pensée que de pouvoir commencer à la pratiquer. Alors d'abord, philosophiquement, ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt, elle nous aide à clarifier deux visions et deux récits de la culture. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des visions et des récits qui s'opposent. Alors en quoi c'est intéressant pour nous en tant que philosophes de clarifier des visions et des visions qui s'opposent? Eh bien parce que quand on clarifie des visions, ça va nous permettre de choisir nous-mêmes la vision qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs, à nos convictions, et de choisir la vision qui nous porte, à partir de laquelle on veut vivre. Une vision, elle est toujours reliée à une certaine idée de l'homme, une certaine idée du monde, une certaine idée de la vie, de la mort, de l'avenir, du passé, du devenir humain. Et nos pensées, elles vont vers ce qu'on voit, elles vont vers notre vision. Et nos pensées, elles vont aussi orienter nos pas et nos actions. Donc c'est intéressant que ce ne soit pas une vision mécanique, automatique, qu'on n'a même pas choisie, qui fonctionne en nous, mais qu'on puisse choisir la vision vraiment de l'homme, de la vie, et une vision politique, au sens arendtien du terme, avec laquelle vivre. La vision de la modernité, eh bien, on en a parlé, elle l'a très bien décrite, c'est l'homme qui consomme du loisir, du divertissement, qui se sert, qui s'use, et puis qui reprend, et puis qui s'use à nouveau. Et quel problème philosophique ça pose? En quoi ça pose problème? Eh bien, un des problèmes que ça nous pose, c'est notre relation au temps. Puisque dans ce mode de fonctionnement, dans ce mode de relation, on est totalement phagocyté par le présent. Tout est instantané, tout doit aller très vite, et il faut passer d'une sensation à une autre, d'une stimulation à une autre, d'une proposition à une autre. Et c'est très difficile de sortir de la prégnance du présent et de l'instantanéité. Et le problème est donc que ça altère notre relation au futur. Ça altère notre capacité d'imagination, puisque le futur est lié à notre capacité à voir, à imaginer, à nous représenter. Donc il y a une altération de l'imagination et du lien au futur. Et en même temps,
il y a une altération de notre mémoire et du lien au passé. On le voit, en tout cas moi quand j'ai travaillé avec des jeunes ados, c'était vraiment incroyable, quoi. Ils n'étaient pas capables de dire sur les 3 dernières heures, le temps qu'ils avaient passé devant les écrans, ils ne se souvenaient même plus qu'est-ce qu'ils avaient regardé. Et pourtant c'était juste là, il y a quelques heures. Donc qu'est-ce qui reste du temps qu'on a vécu? Donc ça c'est toute la question de la mémoire et qui est importante pour nous. Donc voilà, altération de la relation future, imagination du passé, de la mémoire. Et du coup, ça pose question par rapport à la créativité et l'originalité. On est toujours en recherche de créativité et d'originalité, mais en fait, dans le fond, eh bien, on se rend compte qu'elles sont surtout au profit de contenus standardisés pour plaire au plus grand nombre. Alors, je vais vous faire quelques petits clins d'œil avec l'actualité. En 2024, le Centre national du livre a fait une étude. Et les jeunes Français de 16 à 19 ans consacrent en moyenne quotidiennement 5h10 aux écrans, en dehors du temps nécessaire d'écran pour le collège, le lycée ou le travail. Et 12 minutes de lecture d'un livre par jour. Alors bien sûr, cette difficulté, cette crise de la culture, elle est partout et en France c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc il y a des tentatives de répondre, de réajuster. Mais les réponses, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, c'est des réponses inadaptées puisqu'elles répondent par des moyens qui sont elles-mêmes entravés par la même logique consumériste et d'intéressement. Et je vais prendre l'exemple, peut-être que vous avez vu dans l'actualité, du pass culture. Parce que si on parle de la culture, en ce moment, on parle beaucoup du pass culture. La Cour des comptes, en décembre 2024, a sorti un bilan désastreux sur le pass culture, en tout cas très sévère. Donc le pass culture, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de pouvoir acheter, accéder à des offres culturelles. Et en fait, la conclusion de cette initiative, c'est que le pass ne répond pas du tout aux objectifs fixés de démocratisation et de diversification des pratiques culturelles, puisqu'il y a 84% des jeunes qui l'ont activé, mais 68%, ce n'est pas le cas de 68% des jeunes qui sont issus des classes populaires. Donc, cette idée d'ouverture, eh bien, on voit que c'est compliqué, que la réponse en tout cas n'a pas été adaptée. Ce bilan montre aussi que le spectacle vivant, notamment le théâtre et les musées, restent les parents pauvres des achats faits par le pass culture. Et en contrepartie, la Cour des comptes a épinglé un dérapage qui est le succès exponentiel des escape games, puisque le pass culture, pour le coup, a servi à financer beaucoup d'escape games. Et en fait, la Cour des comptes a dit, mais en fait, ça n'aurait jamais dû rentrer dans le pass culture, puisque ce sont des éléments de loisirs et pas de culture. Voilà, c'est un exemple d'actualité simplement pour faire des liens. On voit, puisque ça rejoint totalement ce que Hannah Arendt nous a décrit déjà il y a tant d'années. Un autre élément dans la vision moderne de la culture, c'est l'hyperspécialisation des domaines. Voilà, chacun a sa discipline, chacun a dans l'art ses spécificités, dans le chant ses spécificités, dans la peinture, dans la science, dans la technique. Et en fait, la culture a perdu du coup la capacité à relier chaque discipline. On s'est hyper spécialisé dans des domaines, mais normalement la culture doit permettre de sortir des guerres de chapelle et doit permettre de faire des ponts entre les domaines, entre les sciences et la religion, entre la religion et la politique, entre la politique et la science, entre l'art et la science, entre l'art et la politique. Et Georges-Angèle Livraga, qui est le fondateur de Nouvelle Acropole, disait qu'il y avait ce vieil idéal de la culture platonicienne, d'un homme qui serait spécialisé dans un domaine, mais tout en étant connaisseur de tout le reste. Et que cette vision-là s'est perdue, et c'est ainsi qu'il y a de véritables trésors d'humanité, des trésors scientifiques, des trésors artistiques ou littéraires, qui n'arrivent pas à beaucoup de gens parce qu'ils ne sont pas dans la même spécialité. Donc il y a un cloisonnement et un séparatisme.
On a donc perdu la possibilité de relier et d'articuler ensemble des éléments différents dans une vision d'ensemble, dans une vision globale. Et ça aussi, c'est le rôle du politique. Ça, c'est la vision moderne, en lien avec tout ce que nous a transmis Hannah Arendt. Et donc, on a déjà commencé à dessiner la vision de la culture philosophique et le récit et ce que porte la philosophie par rapport à la culture. Que d'abord, la culture a un rôle fondamental, qui est donc nourrir l'esprit, transcender le temps, transcender les conditionnements et construire une communauté humaine qui soit capable de jugement et d'action. Philosophiquement, la culture doit pouvoir élever, perdurer et transmettre. Et aujourd'hui, partout où on pose notre regard, comme je le disais en introduction, on voit des affrontements, des surréactivités, des invectives. Bon, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples. Des incompréhensions, des fractures, des scissions entre des partis qui s'opposent et se rejettent de manière simpliste, brutale et chaotique. Et on a besoin de sortir de cette perspective sans être totalement accablé, parce que c'est parfois ce que peut nous faire l'effet de l'actualité quand on la regarde tous les jours. En fait, les possibilités de nourrir notre regard sont toujours là, si on veut bien les saisir. On a besoin philosophiquement d'une culture qui fasse grandir et qui aide les individus à vivre, versus les propositions d'offres standards en relation avec des produits de consommation. Et c'est pas si simple. Et pourquoi c'est pas si simple? Parce que en 1 minute, sur Internet, il y a 500 heures de contenu YouTube qui sont mis en ligne. Donc, on a un immense bric-à-brac de la modernité, avec des choses très belles, des choses qui sont valables, mais dans cet immense bric-à-brac, il faut qu'on puisse se repérer. Et la philosophie, elle nous sert à ça, c'est une boussole. Et moi, c'est ça que j'aime dans la philosophie, c'est qu'elle est une boussole pour nous aider à trouver, dans cet énorme chaudron, bric-à-brac, cette vague parfois qui nous submerge de contenu, d'éléments, eh bien, elle nous aide à trouver ce qui va nous permettre d'apprendre, de grandir. Elle nous aide à distinguer et à choisir. Plutôt ce qui va nous élever, nous éclairer, plutôt ce qui va nous ramener à notre centre, plutôt que ce qui va nous éclater dans tous les sens, nous agiter, nous confondre, nous rendre confus ou nous exciter. Et par rapport à ça, c'est très intéressant parce que dans le Courrier international, en janvier 2025, il y a un très bel article qui est sorti sur des initiatives de musées qui cherchent à nous aider à reconquérir nos capacités d'attention. Et donc, face à l'accélération du monde, à la baisse d'attention liée aux usages des écrans, puisque aujourd'hui, le temps d'attention d'un adulte moyen est de 8 secondes, proche de celui du poisson rouge. Je suis navrée si vous ne le saviez pas encore. Et donc il y a des musées qui sont en train de mettre en place des initiatives, des salles dédiées pour rentrer en méditation, en observation, en contemplation d'une œuvre. Et donc on a besoin de réapprendre et de retrouver ces capacités en nous. Et se cultiver, ça s'apprend. Et la philosophie nous aide en ça parce que d'abord, on a besoin de se connaître. Pourquoi? Parce que me connaître, c'est retourner le regard vers moi, en moi, pour voir ce qui me manque. Et une fois que j'accepte de voir ce qui me manque, je vais pouvoir le chercher autour de moi. Non pas pour prendre ce qui va me faire plaisir dans l'instant, ou ce qui a l'air cool, ou sympa, ou tendance. Non, je vais chercher autour de moi ce qui me manque, ce qui va m'aider à être plus complet, plus profond, à avoir un regard différent.
qui va me donner une autre perspective. Mais pour ça, on a besoin de se connaître. Et on n'a jamais fini de se connaître. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on est en totale interdépendance, qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de la différence dans cette quête de vérité, cette quête de sagesse, cette quête de ce qui nous manque. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse, être en quête de cette sagesse qui nous manque. Se cultiver, pour faire un clin d'œil aux Romains, c'est faire germer en soi de nouvelles choses. Puisque, en fait, le travail de la terre, si certains d'entre vous aiment jardiner, aiment cultiver la terre, ou font partie d'un projet où on travaille la terre, eh bien, le travail de la terre, il est comme celui de l'esprit. Il va donner des fruits. Et il se mesure aux fruits, en tout cas, qui émergent de ce travail. Et donc, on va chercher à comprendre pour pratiquer et pas à consommer pour ressentir. Et ces connaissances nouvelles, ces contacts nouveaux, ils servent à nous transformer. Et il y a un fruit très rare et précieux que produit la culture, c'est la nuance. Puisque notre monde et nous-mêmes avons aujourd'hui plus que jamais besoin de nuance et donc de profondeur. Puisqu'il n'y a pas de nuance sans profondeur et pas de profondeur sans nuance. Je m'explique. Vouloir comprendre, s'ouvrir à autre chose que notre environnement connu, se donner des perspectives historiques, dialoguer avec des idées opposées, voire étrangères, construire en soi et avec les autres un socle de réflexion, va peu à peu nous ouvrir à la complexité du monde. Et c'est très beau, parce que c'est ça qui nous permet de faire naître en nous de la nuance et de mieux embrasser le monde et sa complexité, de mieux embrasser les relations humaines et leur complexité. Et c'est exactement là-dessus qu'est fondée Nouvelle Acropole et que fondé le projet de notre école de philosophie et notre programme d'études. Ça ouvre à la fraternité et à l'éclectisme, c'est-à-dire pouvoir aller chercher le meilleur dans des pensées, des courants, des traditions, des civilisations différentes des miennes. Et bien sûr, il y a un lien entre la culture et la liberté, puisque ça ne nous coûte pas, et c'est très rapide, de donner des jugements à l'emporte-pièce, de vivre avec des approximations. Par contre, c'est comme pour la culture des plantes, la culture agraire, il faut du temps. Et il faut de la détermination pour commencer à se faire une idée plus juste et plus précise des choses, en ayant pensé par soi-même. Et en fait, c'est très difficile quand on a vraiment commencé à étudier un sujet ou une conviction, quelque chose qui nous questionne ou une œuvre. C'est très difficile en fait d'être catégorique. On ne peut plus être catégorique et on ne peut plus avoir de jugement à l'emporte-pièce. On devient nuancé, on intègre les contraires. On intègre la dualité et on laisse une place à la contradiction. Et ça, c'est précieux aujourd'hui, pour sortir du dualisme. Et dans la pensée traditionnelle chinoise, il y avait ça, c'est le yin et le yang. Dans le yin, dans le yang, eh bien, dans le blanc, il y a un point noir, et dans le noir, il y a un point blanc. Et donc cette pratique-là, elle nous apprend l'humilité et la tolérance. Parce qu'en fait, on va découvrir des très belles choses, magnifiques, insoupçonnées, qui nous enflamment, qui nous emportent, qui nous enthousiasment. Et en même temps, on va prendre conscience aussi de réalités qui sont plus âpres, et parfois aussi de réalités qui vont faire vaciller nos convictions qu'on croyait dures, enracinées comme fer. Ce qu'on pensait acquis, parfois, va être bouleversé. Mais peu à peu, en faisant ce chemin-là avec la philosophie, on construit un rapport plus sain aux contradictions. Et on devient plus apte à élever notre conscience pour intégrer l'infinie complexité des relations humaines, de nous-mêmes, du monde et de l'univers. Et peu à peu,
en osant nous confronter aux faits sans les réduire, sans les simplifier, en nous confrontant aux grands auteurs classiques, comme l'a fait Hannah Arendt, à l'art, à la beauté, comme élévation, eh bien, on va penser de manière de plus en plus autonome, donc de plus en plus libre, parce qu'on se libère des préjugés de notre temps, on se libère du politiquement correct, on se libère du regard des autres aussi. On a de moins en moins besoin de l'approbation de l'autre, de la pensée de l'autre. Donc, en conclusion, eh bien, on voit que lentement, mais avec détermination, sans forcément le chercher, mais nous cultiver nous amène à devenir philosophe. Et être philosophe, c'est pas connaître par cœur ce qu'a dit Spinoza, avoir lu tous les livres d'Hannah Arendt, et je vous assure, c'est pas facile. C'est pas pouvoir réciter par cœur la pensée de Sénèque. Non, en fait, la culture et la philosophie nous mènent à développer une attitude déterminée, stable, sereine, ouverte et proactive par rapport à la vie. En fait, on peut et on devient petit à petit engagé vis-à-vis de soi-même et engagé vis-à-vis de la vie. On peut faire face aux événements, aux imprévus. Et par rapport à la nuance, c'est pas seulement qu'on la comprend, on ne comprend pas non plus juste l'élévation ou les liens qui vont unir les choses, qui vont unir les hommes apparemment différents, c'est qu'on le vit. On le pratique, on le vit et ça devient notre réalité. Ça devient notre mode de vie, notre mode d'action. Et ça nous donne une forme de liberté intérieure qui nous fait refuser toutes les cases, toutes les catégories, tous les enfermements, ce qu'on se met nous-mêmes, nos propres limitations, mais aussi celles qu'on donne à la société, aux autres. On ne cadre pas avec une étiquette, avec des catégories et avec du connu. Et c'est pour ça qu'Hannah Arendt disait « I don't fix », qui veut dire, pour elle en anglais, qu'elle ne fixait pas, c'est-à-dire elle ne cadrait pas dans aucune catégorie. Et ça, c'était hyper important pour elle. C'était vraiment le fruit de son combat intérieur, de sa liberté intérieure. Et c'est ce qui me touche beaucoup, de pouvoir vivre en étant de plus en plus libre intérieurement, quel que soit l'état du monde, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les décisions qui vont être prises dans quelques mois, dans quelques années, etc. Mais de profondément apprendre et pouvoir vivre libre. Et c'est un pari fou, et c'est aussi celui que j'aime et qui m'a fait choisir cette école de philosophie, puisque une école de philosophie pratique au XXIe siècle, ça cadre avec aucune catégorie et aucune case de la modernité. Mais proposer la culture, proposer le volontariat comme un mode d'action, un mode de pensée et une manière de grandir en intériorité, eh bien, c'est un projet qui est vraiment valable vu la situation actuelle et au vu des besoins de prendre soin de l'âme. Hannah Arendt disait, et je vais finir avec elle, elle disait « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. Non seulement une telle attitude rend la crise plus aiguë, mais encore, elle nous fait passer à côté de cette expérience de la réalité et de cette occasion de réfléchir qu'elle fournit. » Et Sénèque, lui, nous disait qu'il faut toute une vie pour apprendre à vivre, alors je suis convaincue que maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour pouvoir vivre et partager avec cet autre regard sur la culture, celui qui fait grandir les hommes en humanité, en apprenant la profondeur, la nuance, la quête de vérité, et qu'il est possible de s'unir dans la diversité, en étant différents, pourtant d'être ensemble.
Et pour finir, elle disait que une personne cultivée devait être quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, parmi les choses, parmi les pensées, dans le présent comme dans le passé. Quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, parmi les choses, parmi les pensées, dans le présent comme dans le passé. Alors, je nous souhaite de oser utiliser notre libre arbitre pour pouvoir choisir nos compagnons de route. Et je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la place à vos questions.